Cédric Leduc. Il va nous présenter un sujet qui, je pense aussi, sera certainement à l'avenir un game changer. C'est ce qu'on va appeler le monitoring invisible. C'est comment on peut évaluer les joueurs, enfin tu vas le définir mieux que moi, sans avoir réellement à faire des évaluations quelquefois un peu coûteuses, lourdes, même si celles-ci sont aussi pertinentes. Et donc tu vas nous présenter un peu ce travail que tu mènes. Tu vas peut-être présenter quelques travaux de Mathieu Lacombe aussi, qui n'a pas pu être présent, mais qui travaille énormément là-dessus. Voilà, je te laisse commencer. Allez. Merci Julien pour l'intro. C'est vrai qu'à chaque fois que je reviens ici, ça me rappelle des super bons souvenirs d'exploitation voulue ou forcée. On avait Astérix et Obélix tout à l'heure, donc je vous laisserai libre d'interprétation. Mais je pense qu'encore une fois, ça doit être, et c'est toujours l'une de mes plus belles expériences professionnelles que d'avoir travaillé ici avec Julien et toute son équipe. Parce qu'il y avait 2 étangs aussi. Il y avait 2 étangs et tu es un très bon pêcheur. Et on pouvait aller à la pêche aussi. Et il y a une très bonne salle d'entraide de muscu, donc tout est parfait. Et les collations étaient vraiment sympas aussi. Bon, allez. Ça, c'est la deuxième présentation. Ok, on est tous ensemble, c'est génial. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un sport scientist. Quand vous êtes sport scientist, votre jour où vous êtes un peu au centre de l'attention, c'est généralement, dans le cadre du football, 2 jours après le match. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez faire du suivi de joueurs. Vous allez mesurer la fatigue, le fitness, et vous allez sortir tout un tas de tests. Donc il est 8h du matin, vous vous levez, vous êtes dans votre voiture, vous dites oh, ça va être génial aujourd'hui, on va trouver plein de choses, on va être utile. Donc vous commencez vraiment la journée super enthousiaste. Donc vous commencez vos tests, vous arrivez 9h, vous mettez tout en place, 10h, tout. Et là, il y a déjà un petit challenge qui apparaît, c'est que ça prend du temps. Faire des tests, déployer toutes ces stratégies prend du temps, d'un point de vue opérationnel. Deuxième challenge, le joueur arrive. Généralement, les joueurs, quand on leur dit ces jours de test, c'est pas tous les jours la joie. Souvent parce que les tests sont maximaux, ou bien juste parce qu'ils n'ont pas envie d'être évalués. Donc vous avez souvent des blessures fantômes, mystères qui soudainement apparaissent. Vous venez de tester toute votre équipe, ça vous a pris 1h, 1h15 en fonction de ce que vous faites, et là vous devez traiter vos données. Troisième challenge, c'est que quand vous n'avez pas un bon système en place, ça vous prend du temps de tout rapatrier, collecter, analyser, visualiser. C'est toujours un challenge. Il est midi, après 2-3 heures de travail acharné, vous avez enfin fini, vous dites tiens c'est génial, je vais pouvoir aller manger, mais sur la route, vous croisez l'entraîneur. Et là, vous êtes encore plus content parce que vous dites je vais lui dire direct, j'ai trouvé 2-3 joueurs qui sont potentiellement à risque, qu'il faudrait peut-être modifier pour la séance. Donc vous discutez avec lui, tiens, tu vois, là, il y a joueur A, B, il faudrait peut-être qu'on diminue X, Y, Z. Réponse cinglante de l'intéressé. Pour la petite anecdote, c'était une idée de Ben. Et oui, donc vous avez commencé la journée, vous étiez enthousiaste, vous finissez, vous avez plutôt envie de rentrer chez vous et mourir ou plein de solutions s'offrent à vous. Donc ça, c'est un peu une histoire qui se transpose à pas mal de champs disciplinaires. Là, on parle du sport scientist, ça marche aussi potentiellement pour les préparateurs physiques, les kinés, éventuellement pour les gens qui sont responsables et qui gèrent avec le top management. Et donc un peu cette histoire, elle inspire vraiment une grosse partie de mes recherches, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sur un peu l'évolution de ces différentes stratégies de suivi du joueur. Donc je vais un peu vous embarquer dans ce voyage. Donc je vais commencer par replacer quelques principes théoriques. La charge d'entraînement, qu'est-ce que c'est ? Donc le concept de charge d'entraînement, il a été développé au début des années 70 par 2 personnes qui s'appellent Bannister et Calvert. Et depuis, sur les 50 années suivantes, il y a eu toute une évolution de ces modèles, mais tout le monde s'accorde pour dire que c'est un modèle principalement en 2 composantes. À la fois la dose et à la fois la réponse. Cette dose de travail, ou charge de travail comme on l'appelle, elle se compose en 2 sous-construits, qui sont la charge externe, c'est-à-dire le travail que vous effectuez, donc la distance, le temps,
les accélérations par exemple, et la charge interne, qui est la réponse psychophysiologique immédiate à l'exposition à cette charge externe. Chacun de ces deux construits, ils peuvent s'exprimer avec plusieurs variables, soit en termes de volume ou en termes d'intensité. Par exemple, la distance totale, les mètres minutes, la haute intensité, la vitesse maximale pour la charge externe. Et de même pour la charge interne, ce qui nous représente déjà deux construits, mais avec une certaine multidimensionnalité. Ces deux construits sont également influencés par des caractéristiques individuelles. La taille, le poids, le sexe, les années d'entraînement, l'âge biologique, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise cette charge de travail. La deuxième composante de ce modèle, ça va être la réponse, ce qui va être toutes les réponses différées dans le temps à l'exposition à cette charge externe et interne. Encore une fois, elles peuvent s'exprimer avec plusieurs variables, comme des tests de fatigue, des tests de fitness, de saut, des prises de son, ce que vous voulez. Ces effets-là, ils vont s'exprimer de manière positive, négative, mais aussi de manière aiguë et chronique. Et là que la réponse elle devient plus complexe, c'est que ce qu'elle va s'exprimer à plusieurs niveaux de l'organisme, d'un point de vue très macroscopique, par exemple un test de performance, à un point de vue très microscopique, par niveau moléculaire, par exemple de l'inflammation. Enfin, et ça fait écho à la présentation juste avant, c'est qu'on a souvent un surintérêt autour de l'appareil neuromusculaire et cardiovasculaire, mais on en oublie souvent la réponse cognitive à l'exercice. Donc en fait, en tant que sport scientist, quand vous regroupez ces deux concepts de dose et réponse, tout ce niveau d'interaction que vous voyez sur le graphique, c'est ce qu'on essaye de mesurer au quotidien. Et ça se passe donc tous les jours, toute la semaine, tous les mois, mais surtout toute l'année. En plus de ça, vous avez tout ce niveau d'interaction que vous avez vu, ils peuvent être capturés avec une multitude d'outils de mesure, objectifs ou subjectifs. Et la question qu'on se pose, moi c'est celle que je me suis posée quand j'étais à la FFR avec mon sac et allé faire tous ces tests le lundi matin, qu'est-ce qu'on peut faire pour, 1, avoir de l'impact et 2, se rendre la vie plus facile? Et donc, au cours des années, on va dire des 6-7 dernières années, il y a ce concept de suivi invisible, en anglais Invisible Monitoring, qui est apparu avec l'idée de, avec toutes les données déjà disponibles que l'on collecte, on peut tester sans tester les athlètes, c'est-à-dire qu'on peut maximiser l'utilisation des données déjà existantes. Et ce concept, il a été proposé par Jace Delaney, à l'époque, dans un blog post. Donc rien de très scientifique au début. Mais après, par la suite, la science, et comme souvent, s'est approprié ce concept un peu de terrain et a commencé à l'utiliser dans des publications scientifiques. Donc dans le cadre de l'entraînement, dans le cadre des tests. Et vous voyez, il y a plusieurs occurrences de ce concept. Bon, concrètement, à quoi ça ressemble? Là, je vais vous montrer un peu les différentes méthodes qui ont été proposées dans la littérature. Donc mes travaux, mais aussi surtout ceux de Mathieu Lacombe et de son équipe en Italie. Donc par exemple, une des principales méthodes qui existent, ça va être tout ce qui est le cas des courses standardisées. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous manipulez une partie de votre échauffement pour pouvoir mesurer un état de fatigue de vos athlètes. L'idée sous-jacente, elle est top. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez tester toute une équipe en moins de 2 minutes. Et donc ça, c'est complètement intégré à votre pratique. À l'inverse, on va dire, des tests précédents qui vous prenaient plus de temps. On va dire le principe théorique derrière, il est quoi? Le match va induire, vous allez créer plusieurs événements à haute intensité, des accélérations, des sauts, des tacles, des plaquages quand vous êtes dans le cadre du rugby. Ces événements vont induire une certaine fatigue neuromusculaire qui elle-même va avoir un effet sur le pattern de foulée qui potentiellement peut être évalué via les capteurs GPS et centrales inertielles que le joueur porte déjà. Et donc en fait, ce concept-là,
on l'a développé dans différents cas de figure, dans le cadre de l'entraînement, c'est-à-dire sur les réponses aiguës après différents types de séances. Dans le cadre d'une semaine d'entraînement, où là, on voit par exemple qu'il y a une augmentation de notre indicateur de fraîcheur neuromusculaire, c'est-à-dire que pour une tâche donnée, vous voyez, sur le point de gauche, et après il y a une augmentation de ce ratio, c'est-à-dire que pour une tâche donnée, on a une quantité de mouvement plus importante pour réaliser la même tâche. Et vu que tout est contrôlé, c'est-à-dire que s'il y a une augmentation, c'est-à-dire que le joueur, son pattern de course est moins efficace, donc ce qui peut sous-entendre un état de fatigue, ou un changement de son état neuromusculaire de base. Et enfin, on a fait exactement la même chose sur les matchs. Même chose encore une fois sur l'appareil cardiovasculaire, où avec des tests à plus faible intensité, vous pouvez avoir une bonne idée du niveau de fitness de vos joueurs, de la fraîcheur de l'appareil cardiovasculaire. Et donc ça, il y a quand même un niveau d'évidence scientifique qui est relativement plus élevé, et avec des recommandations précises. Donc ça, c'est bien, mais en fait, là, vous utilisez juste une toute petite partie de votre séance, en l'occurrence l'échauffement. Et au final, ce n'est pas très invisible, vu que vous manipulez quand même une certaine portion de la séance. Donc il y a des personnes qui sont intéressées à savoir, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les séquences d'entraînement, les drills, pour pouvoir évaluer le niveau de fraîcheur des joueurs. Et donc ça a été fait dans un premier temps par Amber Howell à Seattle. Et donc là, il regardait un peu l'activité locomotrice pendant des jeux réduits. Alors ça, sur le papier, c'est génial parce qu'il montrait effectivement qu'en fonction du niveau de fatigue, il y avait des différences au niveau de la charge externe. Mais dans ce cadre-là, il faut contrôler le type de jeu réduit, le nombre de joueurs, les règles, les distances, les consignes tactiques de l'entraîneur, la surface du terrain et tout ça. Donc en fait, vous aurez compris que c'est très 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 difficile à mettre en place. Parce qu'il y a énormément de variables contextuelles qui vont venir influencer cette réponse. Logique. Pour justement un peu contrecarrer ces limites méthodologiques, il y a des personnes, notamment le groupe de Mathieu Lacombe, qui se sont intéressés à l'utilisation de modèles prédictifs. L'idée, elle est quoi? C'est qu'au lieu d'être assujetti, contraint par ces variables contextuelles, on pourrait utiliser un modèle prédictif, d'accord, qui au final devient votre valeur de référence, qui va venir s'adapter à chaque situation. Et par la suite, cette valeur prédictive, vous venez la comparer avec la valeur mesurée pendant la séance. L'idée étant que votre modèle prédictif, qui est cette valeur de référence, cette baseline, la valeur mesurée, dès qu'elle va être différente de ce modèle prédictif, ça peut sous-entendre une fluctuation de l'état de forme de votre joueur. Et donc ça, on l'a déjà très bien montré sur le suivi d'une période de préparation où on voit que cet indicateur, cette différence entre modèle prédictif et valeur mesurée, tendance à diminuer, ce qui sous-entend une amélioration du fitness pendant la période de préparation, mais aussi une saisonnalité qui semble correspondre au test de course standardisé que je vous ai montré au préalable. Et encore une fois, on observe des corrélations significatives et importantes qui montrent qu'en fait, cet indicateur prédictif, donc utilisé pendant toutes les séances de toute l'année, est très bien corrélé aux valeurs à des mesures, on va dire, plus de référence. Donc ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on peut mesurer l'état de forme de l'athlète tous les jours de l'année, dans la mesure où il porte un cardiofréquence-mètre et un GPS. Et donc on a extrapolé cette méthode sur les aspects neuromusculaires. Pareil, encore une fois, avec l'idée de mesurer, de calculer un modèle prédictif et la comparer avec cette valeur mesurée. Et donc encore une fois, là, on observe une fluctuation sur l'année qui semble cohérente avec une augmentation de cet indicateur au milieu de l'année, d'accord ? Ce qui va sous-entendre un niveau optimal de fraîcheur, d'accord, mais relativement bas en début et en fin, ce qui paraît logique, vous en serez d'accord. Et de même, sur la semaine, avec des périodes de charge où cet indicateur, vous êtes plus ou moins frais, et il y a une tendance à diminuer au cours de la semaine après l'exposition à des grosses charges.
passer rapidement dessus, mais des approches similaires ont été faites, elles ont été présentées hier aussi sur l'utilisation du profil accélération in situ, chose que nous également on avait développée, avec la possibilité de, en faisant juste des graphes, en comparant la vitesse et l'accélération, on est potentiellement capable de mesurer l'accélération et la vitesse maximale théorique. Enfin, une dernière catégorie, et ce qui a été présenté encore une fois avant, ça va être sur tout ce qui est les capteurs de nouvelle génération. MAVGuard, on parle aussi de semelles connectées, patch seconde peau, tatouage. Donc vous avez toute une famille d'outils qui maintenant sont, on va dire, à disposition, qui potentiellement peuvent vous aider à capturer plus d'informations sur les athlètes avec qui vous travaillez. Alors là, comme je vous ai montré, toutes ces différentes méthodes, elles ont l'air géniales. Donc là, plein de possibilités et plein d'avantages. Mais au final, très peu de cadres. Et au final, parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, ce concept, il vient d'un post, d'un blog. Et donc du coup, un concept mal défini, c'est un peu la porte à tout et n'importe quoi. Et donc, effectivement, il y a un groupe de chercheurs qui ont mis en avant un peu ces différents doutes, notamment sur le fait qu'en fait, on collectait des données, mais pour rien en faire, que ça permettait de prendre des pseudo-décisions qui ne faisaient rien avancer la performance des athlètes ou leur santé, et qu'enfin, en fait, on excluait complètement l'athlète du process de suivi. Donc, en le faisant ignorer comment on utilise ces données. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'en plus, il y a des concepts similaires qui existent dans le cadre de la santé. Donc, spécificité de notre profession est d'oublier, d'occulter un peu ce qui se fait à côté, alors qu'il y a déjà des gens qui se sont intéressés à des approches similaires, dans le cadre notamment du suivi des patients à l'hôpital, par exemple, ou des travaux dans la domotique. Et donc, en fait, on ne va pas rentrer dans des considérations sémantiques, tout ça, mais l'utilisation de ce terme invisible, il a créé une espèce de fausse dichotomie entre deux entités visibles, invisibles. C'est un peu noir ou blanc, mal ou bien. Mais en fait, ça a juste créé de la confusion. Alors qu'en fait, les outils de mesure que vous avez, ils font partie d'un même continuum qui vont des méthodes les plus invasives aux méthodes qui vont être complètement non obtrusives, très libres d'utilisation. Et du coup, nous, ça a vraiment été un de nos premiers efforts dans notre travail de conceptualisation, c'est de regrouper ces méthodes sur un même continuum et plus les séparer dans des cases visibles, invisibles. On s'est rendu compte également que ce degré d'obtrusion, ce degré d'invasion, il était relié aussi à la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une biopsie tous les jours, par exemple. Donc au final, on s'est rendu compte que ces deux dimensions étaient reliées. Par contre, ce que nous, on pense qui est une vraie distinction de ce concept de monitoring invisible, c'est la capacité d'un outil à mesurer plusieurs choses à la fois. Comme on l'a dit, on utilise un GPS à la base pour mesurer la charge externe, mais en fait, on peut également l'utiliser pour mesurer la fatigue. Et donc en fait, ça vraiment correspond à une dimension très spécifique, très unique de ce concept, c'est-à-dire le nombre de construits qu'un seul outil de mesure est capable de mesurer à la fois. Et donc ça sert à quoi? Ça sert à classer nos différents outils de mesure en fonction de leur fréquence d'utilisation, mais aussi de leur capacité à mesurer plusieurs choses à la fois. Alors vous me direz, ça sert à quoi? Ça va servir à produire des recommandations sur le type et sur les prérequis méthodologiques pour inclure telle ou telle méthode au sein d'une organisation sportive. Donc ça correspond à notre premier travail et qui au final est important. Alors certes, on va dire que ce n'est pas très pratique, mais par contre cet effort théorique par la suite va permettre, c'est ce qu'on pense, la dissémination de ces pratiques, et aussi de ces bonnes pratiques, pour éviter un peu d'avoir tout et n'importe quoi. Donc si on reprend notre sport scientist, qui était relativement, on va dire, dans un état psychologique douteux.
On a parlé des différentes méthodes de suivi qui prenaient relativement de temps. Or, ce qu'on vient de présenter, c'est que maintenant, le sport scientist a plusieurs outils qui peuvent être déployés au cours de la semaine, et ce, de manière, on va dire, relativement non invasive. Donc, par exemple, sur une semaine classique, à J+2, vous pouvez utiliser les courses standardisées. Sur vos jours d'acquisition, J-4, J-3, vous pouvez utiliser ces modèles prédictifs. Mais aussi, j'en ai pas du tout parlé, mais certaines mesures prises en salle de musculation peuvent être intéressantes. Enfin, vous pouvez avoir des mesures de votre statut neuromusculaire juste avant le match, de manière à potentiellement ajuster 2 ou 3 contenus. Et surtout, tout le long de la semaine, vous pouvez utiliser d'autres indicateurs, notamment ces capteurs, on va dire, nouvelles technologies. Et donc ça, en fait, si tout votre environnement devient un test, ça veut dire qu'aussi ça implique une réelle réflexion sur les différentes parties de votre centre d'entraînement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vestiaire, la cantine, la salle de réunion peuvent devenir des lieux où vous pouvez potentiellement capturer de l'information et avoir des idées sur comment votre athlète a réagi à l'entraînement, au match, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça va aussi impliquer une certaine réflexion sur comment vous designez, comment vous réfléchissez sur l'organisation de vos infrastructures sportives. Donc maintenant, votre contexte d'information, il n'est pas sur un seul jour de la semaine, mais il est toute l'année. Ensuite, on parlait des problématiques liées à l'acceptance des tests par les joueurs. Or, maintenant, les tests ils peuvent être sous-maximaux ou complètement intégrés à la pratique. Mais ça, après, ça sous-entend quelques challenges. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a, comme je vous ai dit, là, on développe des nouvelles méthodes, mais ces nouvelles méthodes, il faut les valider. Comme Ben vous a présenté juste avant, il y a eu, avant d'arriver à ces nouvelles informations avec les protège-dents connectés, il y a eu toutes des étapes de validation. Ben nous, c'est pareil. En fait, on doit vraiment faire cet effort de validation de nouvelles méthodes avant de les intégrer avec nos athlètes, de manière à s'assurer de la qualité des informations qu'on va collecter et par la suite des décisions qu'on va proposer. Donc, par exemple, sur le cadre des cours de standardisés, on a validé nos algorithmes en laboratoire. Donc, on observe un très bon degré de validité, notamment sur la longueur de foulée. Après, on s'est intéressé à la reproductibilité de la mesure avec nos athlètes. Donc là, ce qui nous a permis de créer des benchmarks et après d'être capable d'observer des différences au niveau individuel. Et enfin, on s'est intéressé à la validité de construit. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller plus loin sur nos compréhensions des mécanismes sous-jacents de fatigue quand on utilise ces courses standardisées. Et là, c'est des résultats préliminaires, mais ce qu'on observe, c'est que potentiellement, avec l'utilisation de ce genre de test, on est en capacité, de manière indirecte, à mesurer, ou du moins, il y a une modification de certains facteurs de risque de blessure suite à l'exposition à un match dans les 24-48 heures. Et ça va avoir des implications sur votre programmation d'entraînement et potentiellement sur les stratégies de récupération associées. Et donc ça sous-entend vraiment qu'il y a un réel effort à faire et des considérations à avoir sur l'intégration technologique des outils de mesure que vous utilisez avec vos athlètes. En plus de cette intégration technologique, qui est pour moi vraiment centrale, il faut vraiment, encore une fois, considérer l'athlète au centre de ses préoccupations, parce que c'est avec lui, c'est pour lui que vous intégrez ces nouveaux types de mesures. Et donc là, il faut vraiment être transparent sur comment on utilise ces données, parce qu'au final, vous déviez l'utilisation primaire d'un outil dans un but secondaire. Mais le joueur, lui, par exemple, il pense que le GPS, c'est fait pour mesurer de la distance, mais en fait, vous mesurez de la fatigue, potentiellement. Donc il faut l'informer, il faut lui expliquer, écoute, nous, on fait ça avec les données, voilà ce qu'on en fait, voilà comment c'est visualisé, voilà pourquoi on le fait. Du coup, il y a vraiment un effort d'éducation à faire sur ces aspects de suivi de la charge, qu'est-ce que la charge d'entraînement, qu'est-ce que le suivi de la fatigue. Et ça doit commencer relativement tôt, notamment dans les académies. Et enfin, la science étant un processus itératif, il faut être en capacité de dire et être honnête sur le fait qu'on peut se tromper. Ce qui est vrai à un instant T
n'est pas forcément vrai à un instant T plus 1. Donc il faut vraiment aussi avoir cette honnêteté intellectuelle et dire, ben voilà, nous, on a fait ce process de validation, tout ça, on a lu la littérature, on pense que ce qu'on fait, c'est pertinent pour toi et pour la performance de l'équipe. Par contre, sache que ça, c'est pas figé, ça peut évoluer. Et donc ça, c'est super important. On parlait de nos processus data. Ces méthodes-là, encore une fois, elles sont intéressantes. Par contre, ça sous-entend vraiment qu'il faut qu'en tant qu'organisation sportive, vous ayez une structure, une architecture qui permet d'intégrer ce genre de procédure. Donc, par exemple, c'est un exemple d'architecture relativement basique. Ça, ce qui a été fait potentiellement sur les courses standardisées, ce qui implique aussi des connaissances en traitement du signal. Donc on a parlé d'architecture, on parle de traitement du signal, mais aussi dans notre capacité à valider nos modèles. Ça veut dire que, encore une fois, traitement du signal, architecture, mais aussi des compétences fortes en data science de manière à pouvoir déployer de manière simple et efficace ce genre de modèle. Et donc ça nous a amené à développer des recommandations méthodologiques pour les différents types de méthodes que l'on propose. Ça doit vraiment vous permettre de vous dire, OK, j'ai lu ça, c'est intéressant. Est-ce que moi, dans mon contexte, est-ce que je peux intégrer ce genre de méthode? Et là, ça doit vous dire oui, non, non, oui, et après prendre une décision. Parce qu'au final, si vous n'êtes pas en capacité d'intégrer un outil, au final, ça ne sert à rien de le faire. Vous allez vous brûler les ailes, vous allez perdre du temps, autant se concentrer sur les choses que vous pouvez faire. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'on a, nous, derrière, avec ces recommandations pratiques, qui, cela dit, doit encore atteindre consensus. Enfin, on avait notre principal challenger qui, lui, n'était pas vraiment chaud par rapport à nos recommandations. Et il avait raison, parce qu'au final, on n'était pas en capacité de dire pourquoi cet athlète-là, il devait être modifié. Ça se trouve, vous avez travaillé avec des entraîneurs qui ont été champions du monde, champions d'Europe, anciens joueurs, internationaux. Du coup, pourquoi il écouterait un sport scientist qui sort du Master 2 de Besançon? C'est là d'où je viens. Et ça pose vraiment question, quand même, on est d'accord. Et donc, cependant, l'intégration de ces nouvelles méthodologies de manière très fréquente, ça vous permet en fait de relier, on va dire, un construit relativement simple avec des problématiques beaucoup plus complexes. Par exemple, l'état de forme ou les blessures. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec l'équipe de Mathieu Lacombe, où on avait 2 ans de données avec ces fameuses mesures de tests sous-maximaux et modèles prédictifs. Donc ce qu'on a fait, on avait d'un côté nos mesures de fatigue, d'un côté nos mesures de fitness, et du coup, ça nous a permis en fait d'avoir une espèce d'équilibre entre fitness et fatigue, et pour voir un peu l'influence que ça a sur la performance. Donc, je vais vous passer ça, mais ce qu'on observe, c'est qu'au final, quand votre joueur il est en forme, il a tendance à courir plus que ceux qui sont moins en forme, ou du moins avec cet équilibre qui est négatif. Mais aussi, et là c'est là que c'est pertinent, c'est que ça a permis de mettre en lien ces valeurs d'état de forme avec la performance technico-tactique, où là on voit que quand votre joueur est plus en forme, il y a une domination territoriale dans le dernier tiers du terrain qui est plus importante et avec une pression plus importante. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, vos stratégies de suivi, elles ont un réel impact sur la performance. Du coup, le niveau de discussion que vous avez avec l'entraîneur, c'est plus du tout le même. Parce qu'en fait, lui, il va voir que ça va avoir un intérêt pour sa performance du week-end. Et donc là, le degré de discussion, c'est plus du tout pareil. Et là, forcément, il y a quelque chose qui peut se faire, quelque chose qui peut s'initier. Et donc voilà, notre sport scientist, lui, il va un peu mieux. Et donc c'est vraiment bien, mais c'est tout ce voyage, tout ce travail permet vraiment d'optimiser le quotidien, mais surtout le suivi des athlètes, potentiellement leur performance et leur santé. Donc, au-delà des différentes méthodes que j'ai proposées,
c'est plus vraiment de considérer ce concept de suivi invisible des athlètes afin de les aider au mieux au quotidien. Merci beaucoup. Un merci à l'équipe aussi, je ne suis pas tout seul, donc il y a plusieurs personnes, c'est important de le souligner. Si vous avez des questions, je suis à vous. Question ? Merci pour la présentation. La question, c'est comment, avec tout ça, tu pondères tes différents facteurs que tu vas mesurer ? Est-ce que tu as des joueurs qui sont plus répondants à certaines mesures, certains outils ? Et comment, quand tu as tout ça, tu te dis, OK, je donne plus d'importance à, je sais pas, mon test sous max, ma variabilité, je sais pas, ce que je vais voir sur la plateforme de force, sur les différents outils. Est-ce que vous avez une méthode pour pondérer tout ça ? Et est-ce qu'elle prend en compte l'individu ou c'est vraiment général ? Pondérer les facteurs entre eux, pas trop. Par contre, au niveau individuel, effectivement, ce qui a été fait pendant plusieurs années, c'est dans les calculs de reproductibilité de la mesure, vous alliez calculer des erreurs au niveau de l'équipe, au niveau du groupe. Du coup, ça veut dire que, par exemple, vous avez un coefficient de variation de 5% et il était appliqué à tout le monde. Or, une variation de 5%, c'est peut-être pas la même importance pour toi que pour moi. Donc ce qu'on a commencé à mettre en place, et là il y a des travaux en cours justement sur les différentes méthodologies pour calculer l'erreur au niveau individuel. Et donc ce que nous on faisait par exemple sur les courses standardisées, vu que tu collectes de l'information de manière beaucoup plus fréquente, encore une fois c'est là l'intérêt de collecter des informations, c'est que tu as plus de points de données par athlète. Donc c'est à dire que tu peux créer un modèle individuel de quantification de l'erreur par athlète. Donc nous par exemple c'est ce qu'on faisait avec l'utilisation de régression linéaire individuelle. Donc ça veut dire que chaque joueur, dans la mesure où ils avaient plus de 30 observations devient de travail de simulation, ça nous permettait de calculer son erreur propre à lui. Pour que tu confirmes ce que j'avais compris des travaux que vous avez menés avec Mathieu, concrètement, là, en fait, vous utilisez aujourd'hui, par exemple, sur le monitoring invisible, des données qui sont d'un capteur GPS avec centrale inertielle et d'un capteur fréquence cardiaque. Mmh. Et ce que j'ai compris, c'est que la pondération de tous les paramètres de la charge externe était personnalisée pour que ça soit très corrélé à l'activité cardiaque. Ah, et oui. Ça constituait le modèle de chacun des joueurs qui servait après à prédire une réponse. Oui, c'est ça. Et c'est là où je vois le côté game changer, c'est-à-dire que grâce à des méthodes de machine learning, c'est ça. Là, c'était un modèle de, je crois qu'on faisait des modèles de random forest, mais effectivement, ça marche. Après, même si, par exemple, encore une fois, sur ces calculs de modèles individuels, nous, on avait établi quelque chose à 4 niveaux, c'est-à-dire que t'as rien, tu utilises la littérature, d'où l'importance de le lire. Deuxième point, tu fais ton process de validation classique de techno, tu fais deux semaines, tu as quelque chose, c'est bien. Après, si tu commences à avoir plus de données sur ton athlète, tu peux commencer à intégrer des modèles un peu plus complexes, type machine learning, pour du modèle prédictif, mais des choses simples aussi comme des modèles linéaires mixtes. Et enfin, si tu es en capacité, tu peux utiliser des modèles au niveau individuel. Mais ça, c'est assujetti à quoi ? C'est assujetti à la robustesse, à la pérennité de ton système au sein de ton organisation, qui va te permettre de collecter des data, des données dans le temps, de manière similaire. Parce que si tu changes, en fait, tous les 4 matins, tu ne vas jamais rien faire. Et donc ça a autant d'importance que le reste, en fait. Vraiment la solidité de ton système de suivi du joueur, de collecte des données dans le temps. Parce que ça va être vraiment la fondation qui va te permettre, après, d'aller plus loin dans le développement de tes stratégies de suivi. Donc c'est basé sur des données qu'on récupère de manière très écologique. Donc c'est vraiment le principe. Pour commencer à avoir des modèles qui tournent, il faut combien de mois ou de saisons. Enfin, en gros, tu peux commencer à quantifier, regarder les travaux qui ont été faits, la quantité de données nécessaires pour commencer à avoir des choses qui sont pertinentes. Ben là, sur les modèles que j'ai présentés, des travaux de Mathieu et de Mauro Mondorino, il y a 2 saisons. Donc là, on commence à avoir... Nous, dans le cadre, par exemple, de mes travaux à Crystal Palace, avec 1 an et demi, ça reste juste. Vous avez des résultats des modèles qui ne sont pas spécialement cohérents. Donc, il n'y a pas réellement de recommandations précises. Mais je pense encore une fois que si on veut donner des chiffres... Il
faut avoir, je pense, en fonction du construit que vous cherchez à mesurer, entre 1 et 2 saisons minimum. Et encore une fois, c'est là que c'est important aussi de déployer ces stratégies, non pas avec une seule équipe, mais sur l'ensemble de votre club. Parce que si vous avez une équipe de 25, mais vous faites 25 x 4, c'est 100 joueurs. Et donc si vous faites 100 x 365, la base de données, c'est plus du tout la même. Donc votre capacité prédictive, après, est complètement changée. Qui plus est, c'est encore d'autant plus intéressant parce que vous allez avoir une certaine hétérogénéité dans votre échantillon. Donc je pense qu'il y a des réelles réflexions à avoir sur, certes, la pérennité de vos systèmes de suivi des athlètes, mais aussi comment je peux déployer ces stratégies-là à l'échelle du club, de manière, encore une fois, à maximiser les résultats que vous allez sortir de vos analyses. Ok. J'avais juste une question, donc c'est par rapport à l'acculturation pour le joueur ou l'athlète, parce que là on rentre dans la gestion des données personnelles, donc ce qui veut dire que, bon là on est dans le début, mais on peut imaginer toutes les dérives qu'il peut y avoir derrière, comme par exemple faire de la prédiction sur la durée de vie du joueur à son niveau, par exemple. Et puis derrière, est-ce que, quand on parle aussi de transfert, de choses comme ça, est-ce que c'est pas des choses qui vont être en ce moment-là demandées pour savoir où en est le joueur? Enfin voilà, ça peut poser plein de questions au niveau éthique, peut-être. Ah oui, non, c'est clair. Et donc déjà, dans un premier temps, c'est un peu les problématiques qu'avait soulevé Alan McCall, notamment sur le manque d'informations que le joueur a sur comment ces données sont utilisées. Donc ça pose un réel problème. Et nous, on a ressoulevé ce problème-là dans notre article en disant, ben voilà, ils ont raison, clairement. Il faut vraiment... Alors certes, il faut des recommandations, vous savez, sur l'architecture des données, vraiment tout ce qui, on va dire, sur du dur. Mais par contre, il y a des réelles considérations à avoir et des méthodologies à créer sur comment on éduque l'athlète sur l'utilisation de ces données et surtout pourquoi on le fait. Et je pense, c'est un autre article qu'on a écrit pour une revue vraiment vulgarisée, on disait qu'une chose pertinente à faire quand vous êtes au sein d'une organisation sportive, c'est de se rapprocher de votre département juridique pour s'assurer qu'au final, l'utilisation que vous faites des données, elle est correcte pour éviter tout problème. Les institutions se questionnent en effet sur le recueil des données sportives élites. Donc c'est un vrai sujet, en effet.